Nous sommes sur le mouvement constituant populaire, dont la bataille va être d'essayer au moins de faire introduire la notion de référendum d'initiative citoyenne en matière constituante dans la Constitution de la République française. C'est un point d'attaque, on va dire, qui peut paraître mineur à première vue, mais en fait ça a été choisi pour que un maximum de citoyens et de citoyennes puissent se rassembler autour de cette idée-là pour avoir au moins en ligne de mire un combat extrêmement précis à mener, tout en sachant très bien qu'aujourd'hui la Constitution qui a été adoptée le 28 septembre 1958 n'est plus adaptée aux aspirations de notre peuple. Pourquoi elle n'est plus adaptée? Bien parce que d'une part, elle a été choisie, écrite et votée à une époque où il y avait une instabilité politique importante. Il y avait la guerre d'Algérie qui se profilait. Il fallait donc arriver à rétablir une sorte de sérénité politique. Cette situation, elle est terminée. Et puis parce que cette constitution a été modifiée un certain nombre de fois pardon, depuis son adoption en 1958, et qu'au fur et à mesure des modifications qui ont été apportées et qui ont généralement été apportées sans s'enquérir de ce que le peuple désirait, eh bien, on a vu des incohérences se créer à l'intérieur même du texte. Je rappelle quand même que le texte de la Constitution, il présente 4 blocs de texte. Vous avez les 108 articles de la Constitution de 1958. On pourrait dire que c'est la partie technique et institutionnelle. Et puis on a les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On a les 18 alinéas du préambule de la Constitution de 1946. Et on a les 10 articles de la Charte de l'environnement de 2004. Et ces 3 derniers blocs représentent, si on veut, une sorte de partie morale et concernant les droits fondamentaux. Et on s'aperçoit quand on lit l'intégralité de ces 4 parties et de ces 153 articles qu'on a des incohérences entre ces différents textes. Et ces incohérences font aujourd'hui que les citoyens, beaucoup de citoyens en tout cas, ont l'impression de ne pas s'y retrouver du tout. Et puis, d'un autre côté, cette constitution qui était en principe prévue pour représenter un socle rassembleur et protecteur de la nation et des citoyens, devient malheureusement un texte assez largement bafoué par toutes les dernières initiatives gouvernementales, hélas. Et notamment parce que chaque fois que le gouvernement a eu le désir de modifier cette constitution, il l'a fait sans consulter les citoyens. Et donc, eh bien, ils se sont arrangés finalement pour pouvoir contourner ce qui pour eux étaient des obstacles et qui étaient en réalité très certainement des textes qui étaient là pour garantir un minimum de démocratie. Et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, on voit qu'il y a un hiatus énorme entre d'une part la population, d'autre part ceux qui sont censés nous représenter, et enfin, d'autre part, la troisième partie, le texte constitutionnel qui finalement ne satisfait plus personne. Voilà. Et donc, pardon, si on veut une véritable démocratie en France, il va falloir changer beaucoup de choses. Moi, personnellement, je milite pour que les citoyens écrivent
une nouvelle constitution qui soit une constitution de démocratie directe, avec suffisamment de garde-fous pour éviter des prises de pouvoir abusives. Mais comme tout ça, ça demande du temps, ça demande du travail, de la réflexion, ce qui n'est pas du tout favorisé par la propagande actuelle, eh bien, le MCP a décidé de se battre sur une partie de cet objectif, et cette partie, c'est d'avoir un référendum d'initiative citoyenne constituant. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur le pourquoi du comment, et que vous allez pouvoir maintenant poser des questions. Alors je précise que je ne suis pas du tout une spécialiste du droit constitutionnel, je suis comme vous, je suis simplement une citoyenne, mais une citoyenne qui s'intéresse énormément à toutes ces questions. Ok, merci beaucoup Sophie pour cette introduction et pour poser les bases, c'est très important pour savoir où on va. Il y a une première question qui est apparue dans les commentaires du Facebook du MCP, qui est: que pensez-vous des travaux d'Étienne Chouard? Je précise tout de suite qu'Étienne Chouard est partenaire du MCP et qu'il est l'un des membres fondateurs avec les différents collectifs de ce mouvement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu, Sophie, des travaux d'Étienne? Je pense qu'Étienne Chouard est une des personnes qui ont œuvré depuis assez longtemps, je pense bien une quinzaine d'années au moins, pour la prise de conscience de ce que cette constitution représentait dans le paysage politique de notre pays, dans l'organisation de notre pays. Et depuis longtemps, je crois qu'il est convaincu du fait que nous devons effectivement écrire nous-mêmes des articles de la Constitution, et que l'organisation pyramidale de notre société, avec une omnipotence presque monarchique du rôle du président, cela fait que le citoyen est dépossédé de sa capacité politique intrinsèque, qu'il devient finalement un supplicant et non pas un décideur, qu'il ne peut se contenter que de demander à ses représentants de bien vouloir l'écouter, ce qui n'est pas toujours le cas, et que donc cette constitution, ayant laissé des prises de pouvoir abusives et ayant laissé un système des partis, un système des élections tel que nous le connaissons aujourd'hui s'installer, eh bien, ça a provoqué une impuissance et une infantilisation de chaque citoyen. Voilà. Donc j'espère pouvoir résumer un petit peu ce que j'ai compris des travaux d'Étienne Chouard, qui a été, je pense, un des pionniers dans le domaine de la réflexion sur la Constitution et la citoyenneté. Ok, merci beaucoup. Bon, les questions arrivent au compte-gouttes. Alors, tu l'as un peu dit déjà en introduction. Voilà, on a Cantonade qui nous pose une question qui dit, alors c'est écrit tout petit: comment s'assurer que les élus et représentants soient au service de la volonté générale du peuple et non l'inverse? C'est une excellente question. Alors, d'abord, ça pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un élu? Qu'est-ce que c'est qu'un représentant? On a bien ce texte terrible au début de la Constitution qui dit, attendez, je le voilà. La souveraineté nationale appartient au peuple, super, qui l'exerce, hélas, par ses représentants, donc seulement ses représentants, pas directement, et par la voie du référendum. Super. Sauf que
malheureusement, le référendum, nous n'avons pas le pouvoir actuellement de le déclencher. Donc, dès l'article 3 de notre Constitution, nous nous apercevons que nous sommes déjà roulés dans la farine. Hein, la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça, c'est très très bien. Hein. Mais après, eh ben voilà, immédiatement dans la même phrase, on va avoir une restriction. Alors, un élu, je sais pas, j'ai beaucoup d'échos. J'ai un gros écho dans... Oui, voilà. Vas-y, c'est bon. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que nous avons besoin d'élus? Est-ce que nous avons besoin de représentants? C'est une question intéressante. On pourrait très très bien imaginer, dans une société organisée de façon démocratique directe, d'avoir des citoyens qui se rassemblent en assemblée locale, autant d'assemblées locales qu'il le faut. Elles peuvent être sur le lieu de domicile, peuvent être sur le lieu de travail, peuvent être en d'autres lieux. Chaque citoyen, donc, appartient à une assemblée locale qui va débattre, qui va peut-être prendre des décisions, selon les cas, des décisions qui vont s'appliquer localement, selon les cas, des décisions qui vont devoir être discutées au niveau national. Et ces citoyens désignent, soit en les ayant désignés de façon par un suffrage, hein, en quelque sorte, soit en les ayant tirés au sort, désignent des porte-paroles. Des porte-paroles. Donc des gens qui ne pourront pas prendre des décisions en leur nom propre, selon leur volonté propre. Des gens qui ne seront que des relais et qui n'iront porter la parole de leurs concitoyens dans les institutions de la République que parce qu'ils auront reçu un mandat impératif. À ce moment-là, il n'y a plus de problème de non-représentation. Il n'y a plus de problème de gens qui vont s'attribuer des pouvoirs énormes et surtout des gens qui ne vont plus écouter leurs concitoyens. Et c'est pour ça que, à mon sens, il faut écrire une constitution qui mette impérativement ce type de fonctionnement en œuvre. Merci Sophie. Alors, il y a une question de Philippe qui se demande comment, selon toi, les élus pourraient faire accepter un RIC constitutionnel alors que celui-ci les remettrait réellement, possiblement en question. Ouais. Est-ce qu'en gros, comment ils pourraient eux-mêmes limiter leur propre pouvoir? Est-ce que ça, c'est possible? Franchement, dans la situation actuelle, je ne pense pas que ce soit très possible. Toutefois, tout est toujours une question de rapport de force. Lorsqu'un pays connaît une crise, lorsqu'il connaît une révolution, lorsqu'il connaît des soulèvements, il y a des éléments déclencheurs que parfois on ne pouvait pas prévoir qui vont changer la donne. Alors, il est possible que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, on ait plusieurs éléments déclencheurs. On a déjà l'élément déclencheur gilet jaune qui a déjà ébranlé un certain nombre de choses dans les rapports de force, mais on peut avoir des éléments déclencheurs autres que nous ne pouvons pas prévoir actuellement. Et puis, il y a les combats qui peuvent être menés par des groupes qui sont déterminés et qui ont des objectifs très précis, exactement comme le MCP. Ou même, il existe un groupe qui s'appelle Opération Article 3 et qui a pour but de faire pression justement sur les parlementaires pour essayer de les convaincre que le RIC est une mesure indispensable aujourd'hui. Maintenant, peut-être faudra-t-il attendre les prochaines élections présidentielles et législatives
pour que cela puisse réellement s'avérer, parce que avec le président et les parlementaires que nous avons actuellement, dont on voit qu'ils ne veulent absolument pas écouter le peuple, ça paraît compliqué. Et c'est, je crois, pour ça que notamment MCP se bat avec en point de mire ce qui va se passer en 2022. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, dites-le moi. En tout cas, moi je peux pas avoir une boule de cristal, mais dans une situation de crise comme celle que nous connaissons, il peut survenir des événements qui changent la donne. Oui, merci Sophie. Oui, en effet, prévoir l'imprévisible, c'est compliqué. C'est pour ça que l'élection 2022, c'est quelque chose d'arrêté. Et donc, il est possible de mettre en place une stratégie. Et comme tu l'as dit, il est difficile d'attendre des élus ou de leur faire confiance pour mettre en place des propositions de loi que porterait le peuple. Alors, une question pour rebondir sur ta réponse, qui est de dire, mais finalement, est-ce qu'il est possible en l'état de la loi ou de la Constitution de mettre en place un RIC au sens large, pas forcément le RIC constituant? Alors oui, en l'état, c'est-à-dire avec la mainmise actuelle, d'une part du président, d'autre part de l'Assemblée nationale qui est majoritairement un appui du président. Un Sénat qui n'a peut-être pas très envie effectivement de se remettre en question fondamentalement. Sur le plan institutionnel, c'est très difficile. Mais si nous arrivons par l'éducation populaire, par des actions visibles, à convaincre nos concitoyens qu'il est absolument indispensable de modifier la Constitution, soit de fond en comble, soit au moins par l'obtention du RIC, à ce moment-là, il sera possible d'introduire le RIC dans la Constitution. Rien ne l'interdit, puisque la Constitution actuelle même évoque la possibilité du référendum, mais elle s'arrange toujours dans ses textes pour que ce référendum ne soit que à l'initiative du prince, jamais à l'initiative du peuple. Lorsque vous regardez l'article 89, vous voyez que la révision de la Constitution ne peut se faire que sur proposition du président lui-même, appuyé par le Premier ministre, et des membres du Parlement. La révision, donc, peut être approuvée par référendum, mais, et ça c'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait, il a fait modifier la Constitution pour que le président puisse proposer une révision au Parlement réuni en congrès. Et à ce moment-là, hop, on chante complètement le référendum citoyen. Si le Parlement réuni en congrès approuve par les 3/5 de ce Parlement la révision de la Constitution proposée, ben à ce moment-là, les citoyens n'ont plus rien à dire. Le peuple est écarté. Donc, si on révise la Constitution pour introduire le RIC en toute matière, soit dans l'article 3, soit aussi dans l'article 89, ben à ce moment-là, c'est tout à fait jouable. Mais encore une fois, il faut qu'on ait une stratégie pour arriver à ça. Et cette stratégie, ça veut dire que nous tous, il faut qu'on s'y mette. Oui, en effet. Donc on comprend bien que aujourd'hui, la seule possibilité pour insérer le RIC dans la Constitution, c'est par les représentants. Donc on comprend bien que cette voie est une voie de garage. Donc c'était la question de Baptiste. Et il y a Joaquin qui rebondit dessus en disant, mais finalement, pour changer la Constitution, il faut prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut gagner les urnes. Est-ce que selon toi, Sophie, c'est la seule stratégie possible pour donner le RIC constituant permanent
à tout le peuple à tout le peuple? Je pense qu'il y a 3 stratégies, en gros. D'abord, il y a la stratégie imprévisible, mais toujours possible, d'un soulèvement populaire, donc on pourrait dire entre guillemets d'une révolution, un soulèvement qui irait sur un grand changement, avec toutefois le risque que ce soulèvement parte dans tous les sens et ne soit récupéré par des entités malveillantes, c'est-à-dire par des gens qui finalement voudraient devenir calife à la place du calife et reconduire un mode de fonctionnement tout aussi abusif que celui qu'on a actuellement. Mais ça peut toujours se produire. Et c'est la raison pour laquelle il y a des groupes qui ont déjà travaillé à écrire des constitutions de remplacement. Certains ont appelé ça constitution provisoire de transition, pour faire en sorte que, même s'il y avait un soulèvement et renversement de ce pouvoir, nous ayons des textes de qualité et des textes garantissant la démocratie déjà écrits à notre disposition pour pouvoir instaurer un démarrage de fonctionnement démocratique, même si après, le peuple lui-même modifiera ses constitutions. Mais en tout cas, ces outils existent. Alors ça, c'est la première stratégie, mais qui est difficile à anticiper. Ensuite, il y a la deuxième stratégie, celle des urnes, effectivement. Mais là, vous savez très très bien que pour pouvoir proposer des candidats, il y a un certain nombre de règles à respecter dans cette constitution. Et ça veut dire que nous devrions réussir à trouver une nous devrions réussir à trouver une candidature. Regardez, c'est ma bite là. Ça vous dit de monter dessus? Bon, il y a des joyeux drilles. Oui, excusez-moi pour ce désagrément, il a été mis en sourd. Oui, bon, on peut s'y attendre. Donc, il faudrait qu'il y ait une candidature issue de la société civile, finalement, d'une personne qui dirait « Mon seul mandat, si vous votez pour moi, c'est de vous restituer le pouvoir à vous, le peuple. » C'est-à-dire que vous m'élisez, dans la foulée, je provoque un référendum sur une constitution de transition démocratique, je vérifie, je m'assure que cette constitution se mette en place et je m'en vais tout de suite après, ce qui peut aller assez vite d'ailleurs. Et après, évidemment, on a un fonctionnement démocratique qui permet de modifier la constitution selon les besoins de la population. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est, je dirais, un rapport de force très ciblé, pas forcément dirigé uniquement vers les élections, mais dirigé vers les institutions. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une coordination extrêmement importante des citoyens qui ont le désir de changer les choses. Et ça veut dire qu'il y ait une conscience politique qui soit assez largement répandue et partagée dans la population. Alors peut-être y a-t-il d'autres stratégies, mais je ne sais pas lesquelles. Ok, merci Sophie. Donc on comprend bien, si on souhaite insérer le reconstituant dans la Constitution, il y a plusieurs stratégies finalement qui s'offrent à nous, et plusieurs stratégies qui semblent cohérentes, et il semble peut-être difficile d'imposer une stratégie sans être clivant. Alors ça, finalement, c'est assez théorique. Est-ce que tu as entendu parler, nous demande Jean-Christophe, de ce qui s'est passé en Islande? Est-ce que tu as un peu suivi ce qui s'est passé là-bas? C'est une question pour moi? Oui, Sophie, ouais. Oui. Non, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je sais qu'il
effectivement, la population a réussi à obtenir un certain nombre de choses par rapport au pouvoir institutionnel et également au pouvoir financier, mais je ne suis pas du tout une spécialiste de la question, il vaut mieux demander ça à quelqu'un d'autre. Ok, merci. Et il y a Alex et Gaël qui finalement, on parle du RIC constituant, mais ils nous demandent, est-ce que tu peux nous expliquer à peu près en quoi ça consiste ce RIC constituant permanent? Bah, c'est assez simple finalement, c'est d'avoir une mesure dans la Constitution qui permette à la population de demander une modification de la Constitution. Alors, soit on arrive à se décider et à mettre en place une constitution démocratique, et à ce moment-là, le RIC, toute matière, y compris constituante, est inscrit dans cette constitution et finalement se déclinent les modalités de mise en place de ce RIC, soit on intègre cette notion de RIC constituant dans la constitution actuelle de 1958, et donc c'est juste une mesure phare, mais qui permet effectivement à la population de demander à ce que une modification soit introduite dans la Constitution. Alors, toute la question est de savoir comment déclencher ce référendum, car on a un gros problème qui est le problème de la communication. Actuellement, vous savez que l'immense majorité des moyens médiatiques et d'informations, entre guillemets, dont nous disposons, appartiennent à un club très fermé de banques et de milliardaires. Donc pour arriver à communiquer sur une question constituante, ce serait assez difficile. On a toujours la chaîne LCP, qui fait partie de France Télévisions, qui est donc en principe sous contrôle de la République, mais beaucoup de gens regardent d'autres chaînes d'information et de médiatisation, et il est évident que ces chaînes n'ont absolument pas intérêt à communiquer sur les questions fondamentales politiques. Elles ne le font que de la façon qui les arrange, et certainement pas du point de vue du peuple. Donc ça voudrait dire que nous devrions développer des moyens de communication et d'information intrapopulaires, si je peux dire, de façon à pouvoir poser les bonnes questions déjà, et ensuite organiser un référendum. Vous vous souvenez du référendum sur les aéroports, où on demandait 1 million de signatures, et on n'a pas réussi à obtenir le 1 million de signatures. Tout simplement parce que, d'une part, l'information était tronquée et évitée par le pouvoir, et ensuite parce qu'il y a une sorte de défaitisme qui est lié à l'organisation de notre société de façon extrêmement pyramidale. Et comme ça fait des décennies que les gens sont dépossédés de leur pouvoir citoyen, ils finissent par penser que leur action politique n'aura aucun effet. Et donc là encore, je pense que pour pouvoir introduire le RIC constituant, et pour pouvoir avoir des électeurs, pour pouvoir déclencher ce RIC, il faut de l'éducation populaire, il faut que chacun de nous réussisse à convaincre autour de soi que c'est une question centrale. Après, sur les modalités, ça peut être très très divers. Il y a des gens qui préconisent un nombre minimum de personnes pour déclencher le RIC. Alors,
Certains vont dire 1% de la population, il y en a qui vont dire 400 000 signatures, il y en a même qui vont dire, bah, écoutez, en fait, un individu tout seul peut réussir à être à la base d'un déclenchement de RIC si la société accepte de jouer le jeu des relais. C'est-à-dire que cet individu va, dans sa commune, proposer un petit référendum local sur la question constituante qui l'intéresse. Si ce référendum local fonctionne bien, on passe à l'étage de l'intercommunalité. Si ça fonctionne bien, on passe à l'étage du département, etc., etc. Pardon. Les modalités, ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être discuté et défini par les citoyens qui vont participer à des ateliers constituants. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Super, oui, sans aucun doute. Merci beaucoup, Sophie. Alors, une petite question technique pour revenir sur le RIC constituant. Alors, techniquement, le RIC constituant prendrait place dans l'article 89, même si, comme tu l'as précisé, cette procédure doit être écrite par les citoyens et les citoyennes. Il y a Stéphanie, finalement, qui se demande si, à partir du moment où le président est désigné comme garant de la Constitution dans notre Constitution de 1958, est-ce que le fait de modifier l'article 89 suffira ? Suffira, sous-entendu, pour donner la démocratie et le pouvoir constituant. Si on arrivait à modifier l'article 89, et je pense qu'il faut aussi modifier l'article 3, mais si on arrivait à modifier l'article 89 en imposant l'idée que ni le président, ni le Parlement ne peuvent s'opposer à un référendum d'initiative citoyenne dans les modalités qui auraient été définies dans ce nouvel article 89, je pense que le président ne pourrait pas s'opposer à ça, parce que la Constitution est en principe un texte souverain, et c'est le texte juridique le plus important de notre nation. Maintenant, il faut se poser aussi la question de savoir si à l'avenir, nous avons intérêt à avoir un président. Moi, je suis pas sûre. Bon, ça, c'est une question à poser dans un deuxième temps. Mais le président étant en principe, je dis bien en principe, garant de la Constitution, avec un article 89 instaurant de façon très claire le RIC constituant et ses modalités, je ne pense pas que le président pourrait refuser et pourrait détourner cette demande. Maintenant, je suis bien d'accord avec la question de l'internaute. Nous avons un président qui s'assoit sur les principes de notre Constitution actuellement, et je pense que nous avons un président qui ne respecte pas l'esprit de notre Constitution à bien des égards. Et je suis surprise que tant de Français, finalement, acceptent et soient passifs devant ce hiatus de notre République. Alors, merci beaucoup. On revient un peu peut-être sur des questions stratégiques. Il y a Philippe qui se demande, qui aimerait davantage de précision sur la stratégie que tu as évoquée il y a quelques minutes, sur le rapport de force très ciblé et dirigé vers les institutions. Est-ce que tu vois de quoi il parle ? Oui, bah déjà, MCP a un projet de rapport de force avec les institutions, puisque MCP va faire tout ce qu'il peut pour atteindre les parlementaires et les convaincre, si possible, par divers moyens, par des opérations visibles,
par des interpellations plus ciblées, va essayer de les convaincre du bien fondé d'introduire le RIC constituant. C'est déjà un rapport de force ciblé. On a un autre groupe qui s'appelle Opération Article 3, qui espère aussi pouvoir interpeller de façon assez visible les députés en essayant d'avoir 40 référents dans chaque circonscription de France pour pouvoir aller se présenter devant le député à un moment clé afin d'essayer de l'influencer. Après, je suis pas une spécialiste de la stratégie. Je pense qu'il y a des groupes qui essayent de faire des choses. Les Gilets jaunes ont aussi essayé d'interpeller les pouvoirs publics par des actions visibles, par des manifestations, etc. On voit bien que ce pouvoir ne répond pour l'instant que par la violence. Donc, après, je sais aussi qu'il y a des groupes qui aimeraient pouvoir mener des actions plus musclées. Maintenant, la majorité des Français refusent ça. Et la majorité des Français pensent qu'il faut passer par des solutions, des rapports de force, disons, plus pacifiques. Est-ce que l'internaute qui a posé la question aurait lui-même des suggestions à faire? Ça nous intéresserait. Ah oui, on va pouvoir le faire intervenir puisqu'il est il est avec nous. Alors Philippe, est-ce que déjà Sophie a répondu à ta question? Vas-y Philippe. Est-ce que tu nous entends, Philippe? Bon, on va passer à une autre question. Toujours sur la stratégie, il y a Jean-Christophe qui se demande si finalement, pour instaurer la démocratie en France, est-ce que la mise en place d'un outil numérique d'écriture et de la Constitution et des lois par la majorité de peuple permettrait de faire cette bascule, de faire cette transition démocratique selon toi? Le numérique, c'est un outil, mais attention, c'est un outil qui a des limites. Les idées, en général, se développent particulièrement bien dans le débat, dans la dialectique, et je crois que rien ne remplace des assemblées physiques. Alors, on en est privé actuellement parce que on est confronté à un confinement qui d'ailleurs est tombé finalement étrangement pendant cette période de remue-ménage et de remue-ménage des Gilets jaunes, des gens qui se rassemblaient beaucoup et qui actuellement ne peuvent plus beaucoup se rassembler. Alors je ne dis pas que c'est fait exprès, hein, attention, mais je dis que c'est tombé au même moment, ce qui a coupé un peu l'herbe sous le pied de ces groupes qui discutaient. Le numérique est un outil, il permet d'échanger des idées, d'échanger des textes, d'échanger des propositions rapidement, donc c'est très bien de ce côté-là, mais je crois vraiment que le dialogue physique, le fait que les gens se voient, que lorsqu'ils se parlent, ils perçoivent également le langage non verbal, qui en dit long, qu'ils puissent échanger de façon très sensorielle. Je pense que ça peut faire avancer beaucoup les débats, et je crois donc qu'il faut utiliser à la fois les outils numériques, à la fois les outils de communication des médias, et peut-être créer les nôtres, et créer de nouveaux médias, et puis les assemblées locales, les assemblées physiques, les assemblées des assemblées également, c'est-à-dire des assemblées qui réunissent des porte-paroles venant de différentes régions.
je crois que tous ces outils-là sont indissociables, d'autant que vous avez des gens qui s'expriment facilement grâce au numérique et d'autres pas du tout. Et il ne faut laisser personne sur le bord du chemin. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs personnes qui se posent la question de la France insoumise et de la France insoumise avait parlé de la mise en place d'une 6e République et donc d'une assemblée constituante. C'était Charlotte Girard qui s'est occupée de cette tâche-là dans le cadre de la France insoumise. Alors, pourquoi est-ce que ce qu'avait proposé la France insoumise était vraiment la mise en place d'une démocratie à travers cette proposition? Je ne suis pas du tout une spécialiste de la France insoumise, je ne suis pas adhérente de la France insoumise. Je rappelle que en son temps, lorsque Olivier Besancenot s'était présenté, je crois que ça devait être en 2007 ou quelque chose comme ça, il avait lui aussi proposé qu'on refonde les bases de notre organisation politique sociale. Il avait même dit, si vous m'élisez, je serai le dernier président. Si vous m'élisez, je m'arrangerai pour créer une assemblée constituante, etc. Donc, Mélenchon et la France insoumise ne sont pas les premiers à avoir eu cette idée. Maintenant, j'ai le sentiment que à partir du moment où ils présentent un programme, parce qu'ils ont un programme de la France insoumise, hein, ils ont un programme politique assez complexe. À partir du moment où vous partez dans des élections, vous vous présentez et que vous avez un programme bien ficelé, ça paraît pas très cohérent avec l'idée de vous, les citoyens, vous allez décider de votre projet collectif politique. Et moi, à mon avis, il serait plus judicieux d'avoir une candidature de quelqu'un qui dise bon ben voilà, je m'engage évidemment à respecter et faire respecter un certain nombre de principes essentiels auxquels en général nous sommes très attachés en France, sur les libertés, l'égalité, la fraternité, la laïcité, etc. Mais dès que je suis au pouvoir, je vous redonne le pouvoir, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il est inutile de se présenter avec un programme ficelé. On va se présenter avec quelques idées phares. Par exemple, le fait de dire, si vous m'élisez, je vais faire en sorte de vous présenter des textes de constitution démocratiques, écologiques, laïques, etc. On peut partir sur quelques grands principes, mais pas sur un programme complet. C'est ça qui me paraît un petit peu bizarre, de dire oui, on va faire une 6e République, on va vous donner la possibilité de participer, et en même temps, regardez, nous, on a un programme qui est super construit. Ok. Merci pour cette réponse. Alors, tout à l'heure, tu parlais tu rebondissais sur tu répondais à la question de Jean-Christophe qui se demandait, mais finalement, est-ce qu'un outil numérique à disposition des citoyens et des citoyennes pour travailler sur la Constitution et sur les lois permettrait de faire cette transition démocratique? Tu répondais, mais que finalement, il faut se retrouver physiquement, le lien social est important. Il y a Yvan Bachot qui se demande, mais est-ce que les assemblées locales, comment est-ce que ça fonctionnerait finalement? Est-ce que tu as un peu travaillé l'idée? Est-ce qu'elles seraient désignées dans une commune? Combien de personnes compteraient-elles? Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi à ça? Oui. Donc, ce qu'on avait marqué dans notre projet, nous, de constitution, c'était que il y aurait un nombre de citoyens qui constitueraient une assemblée. Donc, par exemple, dans une commune peu importante, on peut avoir une seule assemblée locale.
à laquelle tout le monde évidemment est convié, avec la parité, le respect des temps de parole, un soutien également, un soutien pour que tout citoyen puisse venir participer. Je pensais notamment un soutien de la part de la commune pour les gardes d'enfants, pour assurer des assemblées à des horaires différents et pas toujours aux mêmes horaires. Bref, il faut une organisation qui favorise le fait que chaque citoyen, chaque citoyenne puisse véritablement participer. Dans des communes un peu plus importantes, ben on va avoir plusieurs assemblées, parce qu'évidemment, on peut pas avoir des assemblées de 10 000 personnes. Dans ce cas-là, plus personne ne pourra s'exprimer. Et ensuite, les porte-paroles qui auront été désignés soit par vote, soit par tirage au sort. Dans notre projet, c'était 50% désignés par vote, 50% désignés par tirage au sort, vont être les liens avec, d'une part, les autres assemblées locales, et puis une assemblée départementale, etc. Et puis après, il y a les assemblées qui vont communiquer également dans les circonscriptions pour que l'Assemblée nationale, finalement, soit un regroupement des porte-paroles des circonscriptions. Donc finalement, on a quand même plusieurs étages, mais chaque citoyen peut absolument venir participer, va s'inscrire dans une assemblée locale. Il peut en changer. Si dans une assemblée il ne se sent pas très bien, il peut aller dans une autre. Mais évidemment, il ne va pas participer à 50 000 assemblées. Ce ne serait pas tout à fait correct. Ok. Merci beaucoup, Sophie. Il y a deux questions qui se rejoignent, c'est celle d'Alexandre et d'Emmanuel, qui finalement se posent la question: quelle est la différence entre la convocation d'une assemblée constituante populaire et la mise en place d'un RIC constituant? Alors, une assemblée constituante populaire, c'est une assemblée qui va travailler sur tous les sujets qui concernent la Constitution et qui va travailler sur l'écriture de la Constitution. Et donc, une assemblée constituante populaire, elle va prendre en charge l'intégralité des sujets que traite la Constitution. Le RIC constituant, c'est une question par une question, ou alors vraiment 2-3 questions, un peu comme dans les votations en Suisse, que le peuple va vouloir poser, et il va vouloir se consulter lui-même sur une ou deux questions clés. Donc en fait, le RIC constituant, c'est quelque chose qui va être très ciblé, très précis, alors que le travail d'une assemblée constituante, ça va être un travail très très large, un travail qui concerne absolument tous les textes de la Constitution par rapport aux réalités que connaît la population. Très bien. Alors justement, sur ce RIC constituant, on a bien compris la différence avec la convocation d'une assemblée constituante. Pour revenir sur la pertinence, sur la cohérence de mener le combat sur le RIC constituant, de le donner au peuple. Donc, il y a Stéphanie qui tout à l'heure se pose la question si, à partir du moment où le président est le garant de cette constitution, est-ce que c'est pas un frein? Donc, tu y as répondu. Il y a un autre frein à ce RIC constituant permanent à tout le peuple qui pourrait être envisagé, c'est finalement le rôle du Conseil constitutionnel à travers ces questions prioritaires de constitutionnalité. Est-ce que tu ne penses pas qu'à travers ce processus des QPC qu'on appelle, que tu pourrais peut-être expliquer, est-ce que finalement cela ne permettrait pas de limiter la portée du RIC constituant et des modifications constitutionnelles que les citoyens et les citoyennes pourraient à la fois proposer ou valider? Alors effectivement, le Conseil constitutionnel est assez puissant en France,
puisqu'il a également la possibilité de juger de la pertinence d'une proposition ou du choc entre la Constitution et des nouveaux projets de loi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que lorsque un gouvernement, par exemple, propose un projet de loi au Parlement, si le Conseil constitutionnel estime que ce projet de loi contrevient de façon évidente à l'esprit de la Constitution, il a la possibilité, évidemment, d'empêcher cette loi de voir le jour, en tout cas dans les termes où elle a été proposée. Maintenant, ça pose la question du Conseil constitutionnel lui-même. Au fond, si on avait un RIC constituant, peut-être que les Français auraient envie, au travers de ce RIC constituant, de modifier certaines de leurs institutions très rapidement, et peut-être qu'ils voudraient modifier justement ce qu'est le Conseil constitutionnel. Peut-être qu'ils n'en voudraient plus. Ou peut-être qu'ils voudraient qu'il ait une autre forme. Parce que je rappelle quand même que le Conseil constitutionnel n'est pas élu. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important dans notre société. Nous avons, encore une fois, le texte de la Constitution dit que c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, dit que la souveraineté nationale s'exprime par le peuple. Et puis, en dernier ressort, nous avons un groupe de gens qui ne sont pas élus, donc qui n'ont pas été adoubés par le peuple, qui estiment seuls, ils sont 9, je crois, si la politique et les projets de loi menés sont compatibles avec la Constitution ou pas. Alors, il est évident que la plupart de ces gens sont des grands serviteurs de l'État tel qu'il a été conçu. C'est pas des révolutionnaires, et c'est pas des philanthropes. Donc, la question que pose cet internaute, c'est le Conseil constitutionnel peut-il faire barrage à une question posée par un RIC constituant? Et finalement, le tout est de savoir qui est prioritaire. Est-ce que c'est le peuple lorsqu'il pose une question par référendum et qu'il a le droit de faire en sorte que le peuple réponde à cette question? Ou est-ce que c'est le Conseil constitutionnel actuellement constitué de gens qui ne sont pas élus, qui sont simplement nommés? Et je ferai juste une petite digression, je ferai remarquer que des gens extrêmement puissants dans le pays actuellement qui prennent des décisions pour la population, ce sont les préfets, et que les préfets ne sont pas élus, n'ont pas été choisis par leurs concitoyens. C'est-à-dire que nous sommes actuellement prisonniers d'un certain nombre de groupes de gens que nous n'avons pas choisis du tout, et dont le Conseil constitutionnel. Ok, merci pour ces éclairages sur le Conseil constitutionnel. Il y a Yvan Bachot qui se posait la question si le MCP est pour l'élection du Conseil constitutionnel. Je vais y répondre tout de suite. Le MCP, la seule chose qu'il défend, c'est de donner le RIC constituant permanent au peuple et à tout le peuple. Alors il y a peut-être une question plutôt de l'ordre de technique de désignation du pouvoir, de délégation du pouvoir. Alors on l'a vu avec le Conseil citoyen pour le climat, qui a été chargé par le président de la République de réfléchir sur les questions de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité et de la mise en place finalement d'une économie décarbonée. Ce qui est remarquable en tout cas dans ce conseil-là, au-delà des polémiques qu'on peut en faire, c'est que l'utilisation du tirage au sort, de la même manière que pour les assises, a été utilisée.
Est-ce que peut-être, Sophie, tu peux nous parler de cette méthode du tirage au sort finalement et peut-être la lier à l'actualité avec les résultats qu'ont pu obtenir ce conseil de citoyens et de citoyennes? Oui, alors je rappelle que j'avais dit tout à l'heure que dans le projet de constitution que nous avions écrit à quelques-uns et qui s'appelle Constitue avec un U-citoyen au pluriel, nous envisagions de proposer que les porte-paroles des citoyens soient pour moitié désignés par un vote, parce que les citoyens peuvent très bien avoir envie d'être soutenus et de se voir représentés, entre guillemets, par des gens qu'ils estiment et qu'ils ont envie de choisir, et pour moitié par des gens tirés au sort, à condition évidemment que ceux-ci acceptent la mission. Parce qu'il se pose cette question-là, c'est que si on tire quelqu'un au sort et qu'il ne veut absolument pas remplir cette mission pour toutes sortes de raisons, ou qu'il ne le peut pas, on peut pas non plus lui mettre un couteau sous la gorge et lui imposer de le faire. Donc il faut qu'il y ait des listes, puis on tire au sort, et s'il y en a un qui refuse, bah, le suivant se voit proposer le poste. Le tirage au sort, c'est intéressant parce que, d'une part, je pense que, sachant que ça existe, beaucoup de citoyens vont se mettre à s'intéresser à la vie politique en se disant que peut-être, ma foi, ils vont avoir eux aussi à devenir des porte-parole à un moment donné ou à l'autre. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça peut éviter les carriéristes, c'est-à-dire les gens qui, au fond, sont intéressés beaucoup plus par des formes de pouvoir ou de notoriété que par le service à la population. Et puis je pense que ça permet d'avoir une mixité sociale, ça permet d'avoir des gens auxquels on n'aurait peut-être pas forcément pensé et qui vont apporter dans le débat et dans leur façon de travailler des orientations nouvelles. Regardez par exemple la constitution de l'Assemblée nationale, il n'y a quasiment pas d'ouvriers, il n'y a pas de femmes de ménage, enfin, il y a plein de gens qui ne sont pas représentés dans ce que l'on appelle la représentation nationale pourtant. Et je pense que le tirage au sort permettrait justement d'atteindre et de mettre en avant des profils de citoyens auxquels on n'est pas habitué. Et ça pourrait permettre des débats assez intéressants, je pense. La mise en place du tirage au sort, bah ça se fait par... c'est assez simple à faire, un peu comme le vote dans une commune. On va avoir un tirage au sort officiel qui est bien scruté, etc. Et puis voilà. Est-ce que j'ai répondu à cette question ou y avait-il d'autres sens dans cette question? La question portée sur le tirage au sort sans plus de précision. Le tirage, il peut faire peur actuellement parce que il y a une dévalorisation du rôle du citoyen. Il y a une dévalorisation. J'entends beaucoup de gens, c'est très triste, hein, parce que notre société est fracturée. Hein. J'entends beaucoup de gens me dire ah oui, mais attendez, si on demande à n'importe qui de donner son avis, la plupart des gens c'est des imbéciles politiques, ils vont nous pondre que des conneries, etc. Et on a souvent l'impression que il y a des gens qui considèrent que la plupart de leurs concitoyens sont des imbéciles politiques. Alors ça, c'est très très triste. Et justement, le tirage au sort pourrait remettre les choses un peu en ordre. Alors oui, probablement que de temps en temps, on tomberait sur des profils un peu étranges, des gens pas très avertis, etc. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas averti politiquement qu'on n'a pas non plus du bon sens, qu'on n'a pas non plus de la créativité,
qu'on n'a pas non plus une intelligence. Et je crois que ça entraînerait une éducation politique générale beaucoup plus intéressante. Et ça, on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, au moment des ronds-points. Les gens se sont réunis au départ pour râler parce que ils avaient le sentiment d'être un peu délaissés pour compte et de subir des injustices. Et très rapidement, par les dialogues qui se sont noués, par les discussions qui se sont nouées sur les ronds-points, on a assisté à une élévation de la conscience politique des gens qui participaient à ces ronds-points. Et ce qui fait que très rapidement, ils sont arrivés à des opinions politiques beaucoup plus affinées, et notamment à la conviction que le RIC était nécessaire. Donc, vous voyez, le tirage au sort, à mon avis, ça peut réserver des surprises, mais pas forcément mauvaises. Alors, toujours sur cette question du tirage au sort, il y a Alex qui se demande, mais finalement, comment éviter que les tirés au sort n'abusent pas du pouvoir et deviennent corrompus? Ah oui, bah c'est tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'attention, un tiré au sort, il a un mandat impératif. C'est toujours cette question de la personne désignée. Actuellement, notre problème est que nous abdiquons totalement. C'est que lorsque nous votons pour des gens, nous leur donnons un blanc-seing, ils en font ce qu'ils veulent, et si nous ne sommes pas contents, ils nous envoient la troupe. Ils nous répriment. Dans une constitution où le peuple commencera à reprendre son pouvoir de décision, d'abord peut-être par le RIC et ensuite par une modification beaucoup plus importante de la Constitution, voire par l'écriture d'une nouvelle Constitution, on peut à ce moment avoir une Constitution de démocratie directe qui met en place des garde-fous. C'est-à-dire que aucune section du peuple, que ce soit des individus ou des groupes, ne peuvent prendre le pouvoir de décision en dehors de ce que les assemblées locales auront décidé. C'est ce qu'on appelle les mandats impératifs. Et dès qu'une personne est convaincue d'avoir trahi finalement son engagement, et ceci est avéré notamment par les médias et par le numérique, hein, qui fait qu'on sait très bien qui vote quoi et qui défend quoi dans les assemblées départementales, l'Assemblée nationale. Et bien, dès qu'une personne est convaincue d'avoir trahi son engagement, elle est immédiatement déboulonnée. Il faut que ce soit prévu dans la Constitution et remplacé par le suivant sur la liste. Et puis c'est tout. C'est pas si compliqué que ça à faire. Et je pense que si les gens qui sont désignés, soit par vote, soit par tirage au sort pour être des porte-parole, sont parfaitement au courant qu'à la moindre incartade, ils perdent leur rôle de porte-parole, eh ben, ils seront beaucoup moins tentés de le faire. Et je rajouterai à ça que les porte-parole, pendant la durée de leur travail de porte-parole, seraient payés sur le salaire médian français, ni plus ni moins. Leurs frais, évidemment, les frais nécessaires à l'exécution de leur mandat seraient pris en charge par la République sur justificatif, mais leur salaire, leurs émoluments, le temps du mandat serait le salaire médian. Alors la question du tirage au sort déchaîne un peu les passions. Il y a plusieurs personnes qui réfléchissent finalement aux différentes modalités. C'est de dire, mais pourquoi pas, si à partir du moment où tout le monde n'a pas envie d'être au pouvoir, mais ne souhaite pas maintenir les gens au pouvoir, c'est Johnny Rock qui faisait cette réflexion. Il y a Bella qui se disait, mais pourquoi ne pas prévoir donc est-ce que ce serait cohérent, est-ce que ce serait démocratique de prévoir une espèce de première sélection de personnes, des personnes qui finalement
se déclarer intéressés par ce tirage au sort, mais pas finalement les tirer au sort parmi l'ensemble des citoyens et des citoyennes? C'est une très bonne question. Tout simplement parce que il y a eu infantilisation. Il y a eu cette notion qui a été ancrée dans les esprits de « je ne suis pas capable ». Au tout début, où l'on a instauré la parité homme-femme dans la représentation nationale et dans les institutions, il y a très peu de femmes qui se sont proposées. Ce sont des questions d'habitude, c'est des questions de comment pourrais-je dire, lorsqu'on est prisonnier de quelque chose, on dit le mot m'échappe. C'est des sortes d'inhibitions, si vous voulez, et d'aliénation. Donc, par exemple, une personne modeste, qui n'a jamais trop fait de politique, qui n'est pas un orateur extraordinaire, pourra peut-être se dire « oh là là, mais je ne suis pas capable, je ne me présenterai jamais ». Mais si cette personne-là est tirée au sort, et puis il faut savoir qu'elle sera aidée dans sa mission, elle sera aidée par les fonctionnaires notamment, hein, puisque les gens qui prennent des décisions politiques et qui assurent le travail de la réflexion politique, il faut quand même savoir qu'ils s'appuient sur les fonctionnaires de la République, hein. Donc cette personne sera aidée. Et finalement, elle va peut-être se révéler une personne extrêmement créative sur le plan politique, une personne extrêmement dévouée aussi et extrêmement sensible au bien public. Je crois que pendant un certain temps, il faudra lutter contre ce qui nous a été imposé pendant des décennies, contre cette impression d'impuissance, cette impression d'incapacité. Mais en réalité, je pense que très rapidement, les gens qui seraient tirés au sort se prendraient au jeu. Et puis celui qui veut vraiment pas, on va pas l'obliger non plus, hein. Oui, en effet, Sophie, il y a plusieurs personnes qui faisaient cette remarque en ce sens. Un tiré au sort, finalement, n'est pas obligé, comme le précise Philippe, d'accepter cette nomination. Et puis pour en finir avec le tirage au sort, il y avait aussi cette question de la complexité des sujets. Mais on l'a bien vu, comme pour le Conseil citoyen sur le climat, il y a des experts qui viennent appuyer les citoyens dans leur réflexion et dans finalement dans pas la décision, mais dans l'établissement du rapport sur l'objet qu'on leur a confié. Alors, il y a une question intéressante de Mika qui se demande finalement, pour revenir à l'article 3 de notre Constitution qui précise que la souveraineté populaire est exercée par ses représentants, il se demande si finalement y a-t-il une distinction possible entre la représentativité et la prise de décision. Finalement, ne peut-on pas avoir des représentants qui ne décident pas? Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, moi, j'aime pas trop le mot de représentant parce que justement, il est très connoté du fait que malheureusement, nous avons eu des gens qui se disaient des représentants et qui ne respectaient pas leurs concitoyens. Alors, je vais dire plutôt des porte-paroles. La question, c'était qu'ils ne décident pas. Alors, effectivement, on peut imaginer deux systèmes. Soit les porte-paroles vont défendre dans les grandes assemblées, assemblées départementales, assemblées nationales, vont défendre ce que leur assemblée locale leur a demandé de défendre. Et le dialogue va s'instaurer et la discussion va avoir lieu avec des allers-retours pour les sujets extrêmement complexes. Ça prendra un peu de temps, c'est sûr, mais au moins on sera sûr que tout le monde sera concerné. Et à la fin, il peut y avoir un vote. Soit
on est sur des décisions de proximité, des décisions locales, et là on a un vote qui se situe au niveau de la commune ou de l'intercommunalité ou du département, soit on est sur des votes d'intérêt national, et là on a des votes à l'Assemblée nationale, et c'est les porte-paroles qui votent en fonction de ce que leurs concitoyens leur ont demandé de voter. Bon. Donc ils ont une décision, mais qui est une décision compatible avec les décisions prises, soit en consensus, soit majoritairement dans leurs assemblées locales. Mais on peut aussi avoir un autre système, effectivement, c'est-à-dire que les porte-paroles vont témoigner de ce qui s'est dit dans les assemblées, et au final, on développe beaucoup plus le système de la votation et du référendum en organisant des votes à plusieurs questions, par exemple. Une fois que les débats ont eu lieu, la décision va appartenir à l'ensemble des citoyens qui vont se déplacer pour voter. Alors à ce moment-là, ça peut être tout à fait voter sur 10 questions, par exemple. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Est-ce que l'internaute qui a posé la question, est-ce qu'il envisage, lui, une autre possibilité? C'est intéressant de lui demander. Alors, on aurait pu lui demander, mais il a posé la question sur le Facebook, donc on pourra... Peut-être qu'il pourra... Alors ça, c'était Mika. Peut-être, Mika, si tu veux proposer, si toi, tu avais réfléchi déjà à quelque chose, tu peux l'écrire en commentaire dans le Facebook Live. Oui, donc finalement, le système dont tu parles, ce serait des représentants type délégués de classe, quoi. Apparemment, il y a Alexandre qui se pose toujours la question, est-ce que finalement le MCP propose de réécrire la Constitution ou pas? C'est un peu la question qui se pose. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que je crois que le MCP, je ne suis pas dans les fondateurs du MCP, donc je ne vais pas répondre de façon extrêmement péremptoire, mais la perception que j'en ai, c'est que le MCP considère que la réécriture d'une constitution est quelque chose qui va prendre du temps, de l'énergie, qui va demander une organisation extrêmement importante, et que, parallèlement, nous sommes quand même dans une situation d'urgence politique qui exige qu'on puisse concentrer les énergies des uns et des autres sur des objectifs peut-être moins vastes, mais toutefois qui nous permettraient de reprendre la main sur notre destin politique. Je pense que c'est ça l'idée fondamentale. En effet, oui, on comprend bien que l'idée ici, c'est de se dire que le premier des combats, il est constituant. Et que finalement, si on veut faire converger les citoyens et les citoyennes et les mouvements populaires autour d'une idée commune, et non clivante, ça ne peut être que la démocratie. Et donc Jackie finalement se demande, ok, le référendum constituant, c'est la priorité. Mais est-ce qu'il faudrait poser une question? Comment est-ce que ça se passerait? C'est finalement, ok, on se dit, le RIC constituant permanent, il faut le mettre en place si on veut donner le pouvoir au peuple. Mais comment ça se passerait techniquement? En termes de constitution, qu'est-ce que ça changerait? Et aussi du point de vue des citoyens et des citoyennes, quel serait leur rapport par rapport à la mise en place de cette procédure? De toute façon, il va falloir que les groupes intéressés par cette question se réunissent et fournissent des propositions écrites de texte. Et c'est une des missions du MCP, c'est justement de faire travailler les groupes locaux sur cette question-là, et qu'on arrive d'ici quelques semaines, au pire quelques mois, à avoir une proposition d'écriture de l'article 89 et peut-être aussi de l'article 3, permettant au moins aux citoyens
de pouvoir consulter ce texte et l'amender ou le discuter si besoin est. Enfin, je vois pas que ce soit extrêmement compliqué à faire. Il y a déjà, je vous l'ai dit, hein, des gens qui ont travaillé sur des réécritures de constitution, mais aussi sur des réécritures d'articles concernant le RIC. Donc ça bouillonne déjà. Après, ce que le MCP pourrait faire, c'est aussi de réunir quelques propositions intéressantes d'écriture et de les faire connaître au plus grand nombre de façon à ce que les gens réfléchissent eux-mêmes là-dessus et puissent participer de façon à ce que lorsque ce texte sera proposé soit au référendum, soit sera adopté éventuellement par les deux assemblées, ce soit un texte qui corresponde véritablement à ce que la population désire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors, on va pouvoir faire réagir. Celui qui a posé la question, c'était Jackie. Est-ce que Sophie a répondu à ta question, Jackie? On t'entend, oui, vas-y, vas-y. Est
Merci beaucoup Jackie. Alors Sophie, est-ce que tu peux réagir vas-y, conclue. Vas-y. Je te... Je te remercie, Jackie. Alors, je ferai remarquer quand même que dans la Constitution, on a des grands principes qui sont dans les blocs dont je parlais au départ, hein, de la Déclaration des droits de l'homme, les 18 alinéas du préambule à la Constitution, etc., qui sont contredits ensuite par certains textes, par certaines lois, etc. Et c'est d'ailleurs, je le redis, je l'avais dit au tout début, une des raisons de la fracturation et du sentiment d'exaspération de la population, puisqu'on est devant des choses incohérentes. Alors, tu disais, on est démunis. Alors, c'est vrai qu'on est très démunis par rapport à ceux qui ont le pognon et le pouvoir. Mais on a quelque chose et on n'a pas conscience suffisamment, tous ensemble, qu'on a cette chose, c'est que nous avons le nombre. Et encore une fois, c'est par la diffusion de nos convictions, par la diffusion de l'éducation populaire, par la diffusion de la réflexion et de la philosophie politique, qu'on va susciter un intérêt de la population pour les questions constitutionnelles. Mais tu as raison quand tu dis que la Constitution ne suffit pas. Elle est centrale, elle est fondamentale, cette question-là, mais elle ne peut pas exister si nous n'avons pas parallèlement un minimum de projets de société. Et le projet de société, ça inclut justement le traitement des inégalités, de la posture dictatoriale que nous avons, de la question des élections qui sont aujourd'hui complètement bidonnées par l'importance qui a été donnée aux partis politiques, par l'importance qui a été donnée au financement des élections, par l'importance qui a été donnée aux médias qui, financés par les milliardaires, font de la publicité pour tel ou tel candidat. On a bien vu que les dernières élections présidentielles, ça a été en fait une gigantesque propagande dans laquelle des idées alternatives n'auraient pas eu leur place. Alors on a ce problème, projet de société, constitution sur laquelle ce projet de société s'adosse, le règlement de tout ce qui nous hérisse dans cette politique actuelle, avec les inégalités, avec le pouvoir politique abusif. Et alors tu disais, beaucoup de gens ne sont pas contre le capitalisme. Ils sont pas contre le capitalisme parce qu'on leur a seriné depuis la maternelle que c'est le seul système viable. Mais en réalité, si on observe le capitalisme, qui est basé sur deux axes, concurrence-profit, c'est-à-dire que toute la société, toutes nos pensées, toute notre créativité est basée sur concurrence-profit. Et absolument pas sur bien-être, absolument pas sur préservation de la planète, absolument pas sur justice sociale. Nous sommes complètement programmés pour agir dans le sens de profit et concurrence. Et dans ce sens-là, le capitalisme est d'une nocivité totale. Alors, attention, oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience à quel point le capitalisme a pourri leurs existences.
Je suis pas une communiste, je suis pas tout ça, mais j'analyse simplement les axes sur lesquels nous nous sommes bâtis, et tout ça est en train de se casser la gueule. Sauf que, soit on va vers le chaos, soit on va vers un ordre mondialisé qui est extrêmement normatif, qui est extrêmement puissant et qui va finalement restreindre nos libertés individuelles, notre créativité originale, tout ce qui va sortir des sentiers battus voulus par cette conception mondialisée. Je pourrais parler également des problèmes de monnaie et de dette qui sont tout à fait dans cette ligne-là. Pourquoi travailler sur la Constitution? C'est parce que c'est peut-être le dernier rempart qui nous reste pour conserver un minimum d'autonomie et de liberté. Mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait aussi des grands axes de projets de société qui prennent en compte les besoins humains et les besoins planétaires. Je te remercie, Sophie. On va prendre encore quelques questions, parce que ça fait déjà plus d'1 heure et demie qu'on est tous ensemble. Yvan Vachaud se posait la question d'un projet de société avec des députés, mais tirés au sort. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Oui, bah ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que, au fond, on peut très très bien avoir des assemblées locales qui font remonter leurs réflexions et leurs décisions au niveau d'une circonscription, et à ce moment-là, les concitoyens de cette circonscription vont désigner deux porte-paroles que l'on peut appeler des députés, mais qui seront des porte-paroles, un tiré au sort et un désigné par vote, et qui vont effectivement travailler à l'Assemblée nationale sur à la fois le côté législatif et puis la bonne marche du pays, mais en conformité avec ce que leurs concitoyens leur auront demandé, et non pas en leur nom propre, et non pas parce qu'ils appartiennent à tel ou tel parti, et que tel ou tel parti leur a ordonné de voter ceci ou cela. Ok, alors une dernière question peut-être, ou encore quelques-unes d'Emmanuel qui se demande si finalement, quelle est la différence? Est-ce qu'il est davantage pertinent de proposer un projet constitutionnel incluant le RIC constituant plutôt que de proposer uniquement le RIC constituant? Bon, alors, moi, à titre personnel, je préfère qu'on ait une cohérence, et je préfère qu'on s'interroge sur une constitution qui, dans sa globalité, serait équilibrée. Mais malheureusement, pour l'instant, je crois qu'on n'est pas encore dans la situation politique et la situation sociale qui le permet. Encore une fois, je le dis, il y a plusieurs groupes qui ont travaillé sur l'écriture de constitutions complètes, qui n'ont pas vocation à être définitives, qui ont vocation à faire fonctionner le pays de façon sereine, en protégeant les citoyens, en protégeant la nation, qui ont vocation à faire en sorte que la paix soit assurée dans le changement, et ensuite de permettre que les citoyens, une fois organisés de façon démocratique, puissent, quand ils le souhaitent et s'ils le souhaitent, écrire une nouvelle constitution. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça des constitutions provisoires de transition. Pour moi, c'est des projets très intéressants parce que ces constitutions sont aussi finalement le credo d'un projet de société.
à ce titre-là, dans certaines de ces constitutions, on a une partie qui pourrait s'appeler profession de foi ou préambule, dans lesquelles vous avez tout le socle moral sur lequel s'appuie la société. Et puis vous avez la partie institutionnelle, la partie technique, qui explique comment la société, l'État se constitue de façon pragmatique pour arriver à ça. Mais le problème, c'est qu'actuellement, nous ne sentons pas encore le peuple français en capacité de faire changer radicalement les choses, en tout cas pas avant la présidentielle. Et c'est pour ça qu'il faut se donner une autre stratégie, qui est la stratégie d'introduire un coin dans l'édifice constitutionnel, et que ce coin, qui permet ensuite d'être le levier du changement, c'est le RIC en toute matière, et notamment constituant. Ok, merci beaucoup Sophie. Je propose qu'on s'arrête là pour le moment. Je vous remercie pour toutes vos questions. Est-ce que alors il y a Mira qui pose peut-être une question, allez, une petite dernière. Si on a le nombre, on pourra arriver au RIC. Comment faire pour avoir le nombre? Comment faire de l'éducation populaire? On peut peut-être terminer sur cette question-là, Sophie, si tu veux bien. Ben moi, je trouve qu'il y a quand même, ces derniers temps, pas mal de groupes qui font de l'éducation populaire. Alors, ben, ils peuvent le faire que par les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire des chaînes YouTube, des chaînes Internet, des moyens numériques alternatifs, les réseaux sociaux, quelques petites parutions. Il y a également des groupes qui font mais ils sont pas nombreux, mais j'espère qu'après le déconfinement, ça fleurira, des groupes qui font des cafés philosophiques, débats politiques, des groupes qui font des opérations de porteurs de parole auprès de la population. Il y a quand même des choses qui se passent, qui n'existaient pas tant que ça il y a encore 3 ou 4 ans. Il y a une espèce de bouillonnement à ce niveau-là. Et puis, je le redis, nous ne sommes pas à l'abri ou éloignés d'un élément déclencheur qui finirait par agréger les mécontentements, le ras-le-bol et l'espoir d'autre chose. Mais ça, c'est imprévisible. C'est imprévisible. Rappelez-vous la révolution en Tunisie, le printemps arabe. Moi, j'étais allée en Tunisie pas très longtemps avant, et je sentais une tension terrible dans la population. C'était très clair. C'était électrique. On sentait bien que les gens n'étaient pas contents, ça n'allait pas. Il y avait des policiers qui étaient assez omniprésents. On avait la famille Ben Ali qui possédait des fortunes et puis qui faisait main basse sur le pays, etc. Mais on ne savait pas ni quand, ni pourquoi, ni comment quelque chose se passerait. Et puis, il y a eu ce vendeur qui s'est immolé dans la région pas très loin de Gabès. Et à ce moment-là, tout d'un coup, il y a eu une vague de mécontentement, une crise terrible, les gens se sont rebellés et ça a donné un soulèvement. Le problème, c'est que les pauvres Tunisiens n'étaient pas préparés. C'est arrivé d'un coup. Et ils n'étaient pas préparés politiquement. Donc ils n'avaient pas d'outils. Et malheureusement, ils se sont fait récupérer. C'est ça qu'il faut qu'on évite. Il faut qu'on ait des stratégies tous azimuts pour éviter ça. Et donc, que ce soit le fait d'essayer de porter institutionnellement nos demandes, mais que ce soit aussi le fait de se préparer à un éventuel soulèvement, parce que ça pourrait toujours arriver, c'est important. C'est important et je crois que le nombre, c'est nous qui allons le faire.
chacun de nous va essayer de diffuser des idées, de diffuser des convictions. Il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à en parler autour de nous, à envoyer des mails, à inviter les gens à des vidéos, à des visioconférences, etc. Moi, je fais partie d'un autre groupe qui a décidé de faire ça. Donc, on fait des vidéos, on fait venir des gens qui s'y connaissent un peu dans un sujet, puis on les fait s'exprimer sur ce sujet. Le tout dernier en date, ça a été la sécurité sociale, avec Olivier Nobile. Bon, voilà, on essaye de faire réfléchir. Et je pense que si on est de plus en plus nombreux à réfléchir, il finira par sortir quelque chose de tout ça. Bon, c'est super. Moi, je pense que ça peut faire office d'une belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Sophie. Moi, je remercie beaucoup tous ceux qui sont venus ce soir, qui ont posé des questions. On avait un petit peu peur au départ qu'il n'y ait pas assez de questions, que les gens soient un peu timides. Et je suis très très contente de voir que la question de la Constitution et du RIC intéresse. Je ne suis pas sûre qu'il y a 2 ans encore, on aurait eu autant de participants. Je trouve que c'est passionnant et je remercie vraiment tous ceux qui ont pris le temps de se connecter ce soir. Je ne suis pas sûre d'avoir apporté les meilleures réponses du monde, je ne suis pas sûre de les avoir satisfaits pleinement, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'espère juste avoir un tout petit peu alimenté leur réflexion. C'est exactement cela. On avance et on chemine tous ensemble. On œuvre vers l'objectif démocratique. Je te remercie pour ta présence, Sophie, pour ta liberté de ton. Je vous remercie, comme tu le disais, Sophie, pour vos questions passionnantes. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, puisque ce rendez-vous sera régulier maintenant. On vous tiendra bien évidemment au courant. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous et bonne fête de fin d'année. Oui, joyeux Noël.